Merci d'être là pour cet atelier sur le thème donc, de réduire l'impact environnemental des supports de communication. Nous sommes accompagnés de deux intervenants qui vont pouvoir nous parler de leur expérience sur le sujet, donc qui sont Rebecca et Simon. Donc tout d'abord Rebecca Soufir, qui est donc responsable du pôle vidéo de l'agence Entrecom. L'agence Entrecom, qui est donc une agence de communication éditoriale engagée pour une communication plus responsable et plus inclusive. Et Simon, qui est donc déjà un ancien élève du master, qui a également été chargé de communication digitale pour le Festival Atmosphère. Le Festival Atmosphère, c'est un festival qui est dédié aux enjeux du développement durable à travers les arts et les sciences, et notamment le cinéma. Et Simon est également président de Télé-Sorbonne, donc qui est l'association audiovisuelle de la Sorbonne, et qui met en place notamment un festival de court-métrage étudiant qui s'appelle le Festival Courte Échelle. Donc merci à vous deux d'être là pour nous partager votre expérience. Et on va pouvoir commencer du coup avec la première question. Alors du coup, Rebecca, en continuité, est-ce que le terme euro nous dit l'éco-conception? Est-ce que tu pourrais me définir toi ce qu'est l'éco-conception et comment tu le perçois en agence, notamment dans le pôle vidéo chez Entrecom? Très bonne transition, d'ailleurs avec l'intervention de juste avant. L'éco-production, c'est une définition qui est en fait assez simple, qui est simplement de dire on produit différemment. On essaie d'oublier un peu la façon dont on faisait avant et on essaie juste de le faire autrement. Et finalement, ce autrement, il n'est pas plus compliqué que juste du bon sens et de la sobriété. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, c'est juste qu'il faut le mettre en pratique. Et aujourd'hui, dans notre quotidien, où tout doit être dans la vitesse, dans l'efficacité et dans la rapidité d'exécution, il faut qu'on fasse un pas en arrière pour en faire deux devant. À savoir qu'il faut qu'on s'arrête 2 minutes en se disant bah tiens, oui, c'est vrai que dans cette vidéo, on aurait besoin de filmer là cette assemblée, on aurait besoin de filmer pour faire 3 plans d'illustration, et on aurait besoin d'aller de l'autre côté de Paris pour aller filmer une autre intervention, je ne sais où. Peut-être qu'on va réfléchir à 2 fois avant de faire ce trajet-là, en se disant bah, peut-être qu'on a des moyens aujourd'hui qui nous permettent de limiter ces trajets, et peut-être qu'on peut raconter ce qu'on a envie de raconter autrement qu'avec ces 2 interventions-là, et avec peut-être rassembler les 2 interventions qui sont en train de se faire dans cette salle. C'est en fait juste du bon sens, et il faut en effet juste s'arrêter. Donc éco-produire, éco-socio-produire, qui est le nom complet, c'est juste une production de la vidéo qui est différente. Ensuite, comment? Parce que c'est la question, quand on arrive dans le réel, c'est là où les choses se corsent un peu. On a 2 aspects. On a d'abord le fond, qui est comment on raconte les choses, comment on les dit, comment on les aborde, qu'est-ce qu'on oublie de raconter exprès, qu'est-ce qu'on met en avant. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être greenwashinger, comment on fait pour quand même raconter son truc, parce que faut pas oublier que la vidéo, la principale chose, c'est quand même de vendre son produit, vendre son service, vendre une information pour que la personne regarde et achète ou adhère à ce qu'on est en train de dire. Mais dans tous les cas, on est quand même dans quelque chose qui est marketing de la vidéo. Il y a la façon de dire les choses donc, par le script. Donc on va commencer par écrire une vidéo en disant bon bah là on va dire que il y a un méchant, il y a un gentil, et tiens le méchant on va le rendre hyper méchant, et en fait il va être tellement méchant qu'on va avoir un gros plan sur lui, il va avoir ses cigarettes, et à la fin de ses cigarettes il va l'acheter par terre, il va l'écraser hyper méchamment et il va partir, et on va hyper comprendre qu'il est méchant. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ça, mais c'est un très bon exemple pour montrer à quel point la façon dont on montre les choses, comment on raconte le personnage, on peut peut-être le raconter méchant autrement. Donc c'est vraiment un très bon exemple. Un exemple très concret qui a déjà été fait, peut-être que vous l'avez déjà vu dans le film Green Book sur les routes du Sud. Il y a une scène à un moment donné avec le gentil et le méchant dans la voiture. Et le méchant boit une boisson d'un grand américain et jette les papiers par la fenêtre de la voiture pendant qu'ils sont en train de rouler. La personne qui conduit s'arrête, freine d'un coup. La scène ne sert à rien dans ce qu'on raconte dans l'histoire. S'arrête d'un coup, lui dit tu vas chercher ton truc et tu le fous à la poubelle.
ça ne raconte rien de plus dans l'histoire qu'on est en train de raconter, c'est juste qu'on vient rajouter et de montrer des gestes responsables, puisqu'on est au courant et on le sait que le pourcentage de tout ce qu'on voit, de tous ces gestes-là, de personnages sur lesquels on glorifie ces personnages, dans la vie au quotidien, on essaye de leur ressembler. Souvent, on se dit, tiens, ça fait hyper swag je sais pas moi, de porter des boots croco. Ça fait hyper swag parce que machin a porté ces boots-là. Tiens, c'est hyper swag d'être... ça pourrait être 1 milliard de sujets dans ce style-là, mais l'idée, c'est que sans s'en rendre compte, on copie beaucoup ce qu'on voit. Et la force de l'image est hyper importante. Et l'idée, c'est que nous, on a un rôle à jouer pour montrer des images qui soient des images éco-responsables. L'idée, c'est d'arriver un jour en disant c'est hyper swag de s'arrêter, de prendre le papier qui est par terre et de le jeter dans la poubelle qui est juste derrière. Et en fait, ça, c'est vraiment super aujourd'hui d'avoir ce geste-là. L'idée, c'est d'en arriver là. Vous avez aussi le côté... le côté d'image, donc le geste responsable, la diversité. On parle pas beaucoup de ça, mais quand on s'arrête 2 secondes, qu'on regarde les publicités, quand vous regardez la télé, si vous regardez la télé, quand on regarde les publicités, la diversité des gens est très peu représentée. Et c'est une catastrophe, puisque il y a très peu de personnes en situation de handicap représentées. Il y a très peu de diversité représentée dans les publicités. Ça s'améliore, clairement, mais on en est encore très loin. Un très bon exemple d'une publicité qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, et je crois que vous en avez parlé ce matin, c'est la publicité de la SNCF Hexagonale, qui a une très belle diversité mise en avant. Je reprends la situation de la personne en situation de handicap. Souvent, quand on montre une personne en situation de handicap, c'est parce qu'on veut raconter qu'il y a une personne en situation de handicap dans la narration de ce qu'on est en train de raconter. Mais on n'a jamais une personne en situation de handicap quelconque pour un personnage lambda. Dans cette publicité, il y a une personne en situation de handicap qui raconte pas qu'elle est handicapée, juste qui est là parce que c'est le paysage de la population française. Entrecom est très intéressé par ces sujets-là de diversité. On a inclus 12 personnes en situation de handicap physique et mental dans notre pôle post-production, donc en montage. Et voilà, on les a accueillis pendant 1 année et demie, donc on a une très forte sensibilité sur ce sujet-là. Et ensuite, je passe sur la forme, parce que je pense que je prends un peu de temps. C'est bon? Sur la forme, donc on a plusieurs façons d'éco-produire une vidéo. La façon la plus simple, c'est en effet ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire éco-production. EcoProd est un collectif qui a mis en place une charte avec des labels qui nous permet d'avoir un listing. C'est bête et méchant, tout le monde peut le faire. C'est une question: avez-vous sensibilisé votre équipe de tournage à l'éco-production? Oui, non. Vous avez 5 points. Avez-vous prévu des lumières LED en moyen technique plutôt que telle lumière qui est avec ampoule et qui consomme beaucoup? Oui, non, vous avez tant de points. Et vous avez comme ça un questionnaire sur les moyens de production, sur les équipes de production, sur la post-production, etc. Donc vous avez des paliers avec des questions plus ou moins qui vous rapportent plus ou moins de points. Et arrivé au bout du compte, 64 points, oui, vous avez éco-produit votre vidéo. En dessous, vous ne l'avez pas éco-produit, mais c'est pas grave. On n'est pas parfait, on n'est pas obligé de toujours faire les choses à la lettre. L'essentiel, c'est au moins de se poser la question, au moins d'avancer sur ces sujets-là. Et si on a fait 1 point dans toutes les questions, on aura déjà gagné beaucoup de choses. Je pense aussi particulièrement à la façon dont on va se déplacer. C'est hyper important parce que c'est quand même, quand on fait des vidéos, le pôle le plus impactant en termes de tonnes de CO2, c'est les transports. Nous, on a pris le parti pris dans l'équipe, même si c'est avec une journée de plus dans notre équipe, c'est sur nos budgets à nous, on n'impacte pas nos clients, mais on se déplace exclusivement en train. On ne se déplace pas en avion, exclusivement en train, et si on le peut, des taxis hybrides, voire électriques. Ça, c'est quelque chose qu'on prévient les clients avant, en leur disant « Ok, on doit tourner à 8 h dans le sud de la France, on viendra la veille.
On ne vous comptera pas les déplacements de l'équipe, on ne vous comptera pas le temps de toutes ces personnes-là qui vont finalement pas travailler sur un autre projet, mais on va le prendre à notre charge. Vous payez juste les frais d'hôtel pour arriver à l'heure, à 8 heures dans le sud de la France. Les clients jouent le jeu, même s'ils ne sont pas sensibles, ce qui est un sujet hyper important. On en reviendra un peu après sur ces questions-là de comment fédérer nos clients à ce type d'action, et ça en fait partie. Et après, un outil très simple, le bilan carbone. On entend beaucoup parler, c'est un peu le sujet du moment, un peu le truc hyper hype, le bilan carbone par-ci, le bilan carbone par-là. Aujourd'hui, je dis à mes clients, moi, que le bilan carbone, je peux le faire au début du projet, à la fin du projet, pour montrer la diminution de l'impact carbone. Sur des vidéos corporate, la diminution est très faible. Ce qui est intéressant, c'est juste d'avoir de la data, d'avoir du chiffre. Parce que ce qui nous manque encore aujourd'hui, ce qui est encore compliqué aujourd'hui, c'est de chiffrer, de mettre des chiffres, de mettre de la data, de remonter ces informations-là. Donc cette partie-là est en cours aujourd'hui de se rendre compte que une vidéo, une interview à l'autre bout de la France, vous avez quand même consommé tant de tonnes de CO2. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas un autre expert qui pourrait dire les mêmes choses que cette personne qui est dans le sud de la France, qui serait en région parisienne, par exemple? Il faut juste se poser la question et essayer de réfléchir à ces sujets-là. Ce bilan carbone-là est intéressant pour nos clients. Encore une fois, ça va venir rentrer dans ces questions-là de comment sensibiliser nos clients à ces sujets-là, parce que nos clients sont impactés par des sujets de loi qui sont en train de tomber. Je pense notamment à la CSRD, qui devient obligatoire et qui était déjà en place, mais qui a de nouvelles réglementations à partir de cette année et qui va augmenter ces réglementations d'année en année et qui va obliger les entreprises à venir intégrer dans ce rapport, qui est un rapport extra-financier, qui doit venir intégrer la partie environnementale, sociétale, gouvernementale, donc indiquer ça en chiffres. Aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui sont obligatoires dans ce type de choses, mais rapidement, beaucoup d'entreprises vont être touchées et vont devoir intégrer de la data de leurs propres prestataires. Donc moi, je suis aujourd'hui en train de proposer à mes clients, en disant, le jour où vous allez être touché par cette réglementation-là, je pourrais vous apporter de la data avec ce bilan carbone. Donc c'est intéressant puisque c'est quelque chose qui est chiffré, notifié et sur lequel on a des expertises qui sont en train d'émerger dans ces métiers-là. Tu appliques l'éco-conception depuis peu chez Télésorbonne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quelle démarche et les changements de table? Oui, bien sûr. Merci pour l'action et merci aussi de m'avoir invité. J'étais à votre place l'année dernière, donc c'est marrant de se retrouver comme ça. C'était en visio, mais c'est la même chose. Oui, Télésorbonne, du coup, je suis coprésident de l'association. Elle existe depuis 1998 et au début du mandat avec Sixtine Gay, qui est ma coprésidente, on a fait inscrire dans les statuts que Télésorbonne s'efforcera de faire des efforts vers l'éco-production et l'éco-conception de l'ensemble de ses activités, les tournages, les événements, les réunions, etc. Alors, comme tu disais, c'est pas possible d'être parfait, donc c'est pour ça qu'on parle d'efforts, surtout au niveau d'une association étudiante, donc les étudiants qui ont aussi envie, on viendra peut-être à la question des goodies, mais il y a aussi plein de choses qui peuvent être limitantes dans un contexte associatif, peut-être, disons, de joie, quoi. Tu as mentionné pas mal de choses que nous, on a essayé de mettre en place. Effectivement, sur la limitation des déplacements, la concentration des déplacements. Il s'avère que nous, la plupart des tournages qu'on fait, c'est en région parisienne. Du coup, ce qu'on va privilégier, c'est les transports en commun, ce qui en plus est moins cher pour des étudiants, pour transporter le matos. Mais du coup, ça veut dire une logistique supplémentaire en amont. Mais on essaie de s'adapter à ça. Sur le choix des lieux, on essaye aussi de ne pas être trop loin et de limiter le nombre de lieux par tournage. Un truc très important qui était un peu en filigrane les dernières années, mais qu'on a systématisé, c'est le choix de l'alimentation végétarienne. Même d'ailleurs d'un point de vue individuel, le choix du végétarisme est un des plus forts choix individuels qu'on puisse faire pour limiter son empreinte carbone. À plus fort, je ne sais même plus comment on dit. C'est le cas d'autant plus au niveau d'une association d'une centaine de personnes. Donc ça, c'est le cas dans les tournages. On ne finance rien qui ne soit pas végétarien. C'est le cas aussi lors de nos événements. Il y a un week-end d'intégration, il y a des événements X et Y qu'on peut organiser ici et là. Il y a aussi une tentative de réduire les déchets. Ça passe par le fait de ne pas acheter de bouteilles plastiques.
par exemple, mais du coup, à l'inverse, de fournir peut-être des gourdes qui seront réutilisables et dans lesquelles on peut utiliser l'eau du robinet ou des éco-cups. Ce qui pose aussi la question des goodies. Donc en fait, on essaye de faire un tout. Il y a vraiment beaucoup de points un peu précis de détail et on espère que dans le tout, ça puisse limiter un peu la consommation et les émissions les émissions qu'on produit. Je pense aussi que d'un point de vue de la post-production, il y a pas mal de trucs sur lesquels on essaye d'être attentif. C'est le cas dans la taille des fichiers exportés, parce que forcément une association d'audiovisuel, ça crée forcément beaucoup des fichiers. On a toujours très envie d'avoir des fichiers en MOV à plusieurs dizaines de gigas, mais du coup on essaye plutôt de privilégier des fichiers MP4, peut-être un peu plus compressés, etc. Sur le stockage, il y a une énorme question parce que on a un WeTransfer, on a un Drive, et du coup quand il y a un fichier qui est inutile, faut le supprimer et pas le garder pour des générations, ou alors le mettre dans un disque dur, ce qui consomme moins que utiliser des serveurs qui le stockeront en ligne. Dans l'envoi par mail, c'est le cas aussi. Bref, du coup, c'est un peu un ensemble de, j'ai envie de dire petites mesures, mais en même temps, c'est juste des habitudes à prendre, quoi, qui sont pas très compliquées non plus, qui font qu'au total, on arrive à quelque chose d'à peu près éco-produit, en tout cas, qui va dans cette direction. Voilà. Donc ça, pour Télésorbonne, c'est à peu près ce que j'aurais à dire. Okay. Et dans le cadre de ton stage chez Atmosphère, ouais. Quel paradoxe tu soulèves à faire de l'éco-conception pour ce type de festival qui est dédié au développement durable? Ouais. Est-ce qu'il y a certaines limites à ça? Ouais. Alors, le Festival Atmosphère, c'est un festival très intéressant qui va avoir 14 ans cette année, qui était un peu un des premiers festivals de cinéma du genre. Les festivals de musique étaient un peu précurseurs sur la question. Dont le but en fait était de mettre en avant, et toujours d'ailleurs de mettre en avant les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, sociétaux, donc de voir que c'est un tout. Il a lieu à Courbevoie en octobre chaque année. Allez-y, c'est très bien. Et au départ, le but était aussi d'influencer les décideurs. Les entreprises, les décideurs, c'est pour ça qu'il devait peut-être se faire à la Défense finalement ces Courbevoie. Et l'objectif c'était de montrer voilà, comment est-ce qu'on peut faire. Peu à peu, au-delà de ce qui a été montré à la programmation, donc tu parlais de ce qu'on montrait à l'image, là ce qui est montré à la programmation, les films mettant en jeu le développement durable, il y a eu des choix en amont sur la production elle-même du festival pour aller vers une démarche d'éco-production, d'éco-conception. Et là, ça touche un ensemble de domaines, et en fait, ça soulève immédiatement énormément de paradoxes, mais du coup, je vais peut-être aller un peu dans le détail. Donc l'idée, c'est que tous les supports de production et de communication soient éco-conçus, éco-produits. De ce que j'ai vu, je pense que c'est un des festivals qui s'en acquitte le mieux. Il y en a beaucoup qui essayent, qui font des efforts. Pour le coup, Atmosphère, ils sont vraiment très très bons là-dessus. L'ensemble des supports de communication, c'est-à-dire les supports imprimés, par exemple, donc les banderoles, les roll-up, les oriflammes, que sais-je, sont tous, quasiment tous, non millésimés. Non millésimés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés à une année, l'année de l'édition, et que du coup, l'année d'après, ils seraient obsolètes. Ils sont tous Festival Atmosphère, avec le petit slogan, ils sont réutilisés d'année en année, et il y a un petit truc qui change chaque année pour dire 13e édition, 14e édition. Ce qui permet de ne pas en reproduire chaque année. Ensuite, il y a un truc qui est important aussi, c'est le choix des prestataires. Le choix des prestataires et fournisseurs. Un festival, ça va faire appel pour la nourriture en amont, pour également le matériel d'enregistrement, le matériel de captation. On fait appel à des prestataires ou des fournisseurs. Là, il y a des annuaires qui existent. Il y a, je crois que c'est Rive qui propose aussi un annuaire de prestataires éco-engagés. On pioche là-dedans et on choisit des prestataires dont on sait qu'ils sont éco-engagés, de préférence aussi pas trop loin, parce que si on a un prestataire éco-engagé mais tout au sud de la France, c'est des coûts de déplacement. Donc c'est un peu une attention constante à ce genre de détails. Qu'est-ce qu'on va voir ? Ça entraîne aussi, ça c'est intéressant, un impact sur la programmation. C'est-à-dire que si on a un film brésilien qui est formidable sur le développement durable, mais qu'on a quand même envie d'avoir le ou les réals dans la salle, on va peut-être pas prendre ce film brésilien, ou alors l'avoir en visio, par rapport à un film espagnol ou italien, parce que on va pas, clairement il n'y a pas de financement de déplacement en avion pour les réals dans un festival éco-conçu, et du coup ça change aussi un peu la programmation et ce qui peut se faire et ce qui peut ne pas se faire. Aussi en termes de support de communication imprimé, puisque du coup l'impression c'est aussi un point important dans la question de l'éco-production, c'est jusqu'où on imprime, qu'est-ce qu'on imprime pas, en sachant que le numérique consomme aussi énormément.
et du coup poser aussi des questions. C'est pas aussi clair de dire le numérique c'est mieux que l'impression. Il y a la question des programmes. En fait, tout ce qui est directement lié à l'édition, donc flyer, affiche, programme. L'idée de base, c'est juste de limiter le nombre d'impressions qu'on fait. Et par exemple, de renoncer à certaines impressions. Je pense que, en l'occurrence, Atmosphère a renoncé aux flyers depuis des années. Je ne sais même pas s'ils en ont déjà fait. Parce que les flyers, on les donne, les gens regardent, ils se disent ah chouette, puis ils le jettent. Donc c'est vrai qu'il y a un impact parce que les gens peuvent retenir, mais enfin l'impact reste limité. Et cette question de l'impact, elle est très importante en fait, et c'est ça les paradoxes qui vont être soulevés. Et sur les programmes, je me présentais un peu dessus. Si on regarde le programme du FIPADOC, donc qui est le festival du film documentaire de Biarritz, il fait 160 à 200 pages. C'est absolument monstrueux. Et du coup, le programme d'Atmosphère faisait beaucoup de pages, et en fait il a été peu à peu réduit pour en faire, je crois que l'an dernier c'était 20 ou 30, avec une impression beaucoup plus limitée. Alors c'est pas la même taille de festival aussi, hein, quand même. Mais l'idée c'est quand même de limiter le nombre de pages, d'essayer de condenser pour imprimer moins de pages, tout simplement. Et ensuite de savoir où est-ce qu'on le distribue et à qui. Et ça veut dire en fait en amont une espèce de mesure de vers qui ça va être le plus utile. Par exemple, les commerçants de Courbevoie, ils sont ravis d'avoir des programmes parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir le distribuer. Mais si on le met un peu au hasard, si on le distribue comme ça dans la rue, ça n'a peut-être pas le même impact et ça peut risquer davantage d'être jeté ou laissé de côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau d'Atmosphère? Il y a la question des goodies, il n'y en a pas, tout simplement. Donc, ce qui est un peu dommage pour les bénévoles de ne pas avoir de goodies associés, mais du coup, ça entraîne une nécessité de créativité de la part de la responsable des bénévoles, de créer une atmosphère conviviale, d'impliquer les bénévoles sans avoir à leur offrir un t-shirt, une petite gourde ou un truc comme ça. Donc ça aussi challenge un peu la créativité. Et puis il y a la question des supports numériques, les réseaux sociaux et le site internet. Donc ça c'était un peu moi la partie dont j'avais la charge. Sur le site internet, moi quand je suis arrivé, il n'était pas éco-conçu. En tout cas, il y avait une animation vidéo qui tournait en boucle de l'année précédente et qui, voilà, c'est-à-dire qu'elle ne tournait même pas quand on cliquait dessus. Elle était, dès qu'on arrivait sur la page, elle était en boucle. Donc ça c'était un problème, on a enlevé ça. On a fait attention avec l'entreprise qui s'occupe de gérer le site internet. Il y a des questions d'hébergement. Chez quel hébergeur on est? Est-ce que notre hébergeur il est en France ou est-ce qu'il est à l'étranger? Donc ça, on a dû changer ça aussi. Et de façon plus générale, il y a la question en fait, des fichiers médias sur le site internet, de tout ce qui est images, vidéos, et même, enfin, on peut entrer dans un détail infini, hein, mais les images, par exemple, si vous les mettez en 1000 x 1200 pixels, mais qu'elles s'affichent qu'en 300 x 400 pixels, et ben, ça veut dire que le site utilise un peu d'énergie pour redimensionner, et du coup, mieux vaut la télécharger directement en 300 x 400 pixels sur le site. Donc ça, c'est ce genre de détail auquel il faut prêter attention quand on essaye d'être un peu éco-responsable sur les sites internet. Et d'ailleurs, il y a des outils, mais j'y viendrai peut-être, il y a des outils qui sont vachement bien là-dessus, comme Website Carbone, qui vous dit à peu près où est-ce que vous en êtes dans votre site internet par rapport à l'ensemble des autres sites internet, est-ce que vous êtes plutôt dans les plus éco-produits ou pas. Il y a Green IT Analytics, qui est une extension de Google Chrome, qui en plus de vous donner une petite note qui fait toujours plaisir à voir, vous donne dans le détail ce que vous pouvez améliorer, notamment sur les images qui peuvent être recadrées ou du code qui peut être changé ou enlevé ou différé, etc. Et sur les autres supports numériques, il y a la question des réseaux sociaux qui est très importante. Et en fait, je pense que c'est là, à mon avis, qu'on entre dans un des paradoxes les plus grands, parce que on peut toujours arguer que la communication via des programmes plus légers et moins de programmes, ça marche quand même, etc. Maintenant, la communication sur les réseaux sociaux, malheureusement, aujourd'hui, sur Instagram, sur Facebook et même de plus en plus sur LinkedIn, c'est tout ce qui est média qui marche. Et dans tout ce qui est média, c'est tout ce qui est vidéo. On en revient un peu, voilà. Mais ne pas passer par les vidéos pour promouvoir un festival sur Instagram, c'est malheureusement pas possible. En tout cas, ça n'aidera pas. Et du coup, la vidéo consomme plus que les images, qui consomment plus que le texte simple, forcément. Donc ça crée quand même un paradoxe assez grand. Et du coup, il faut essayer de trouver des manières de ruser, c'est-à-dire avoir des... Enfin, c'est un peu tout ce que tu as dit sur les vidéos, donc je ne vais peut-être pas m'apesantir là-dessus, mais avoir des vidéos courtes et faire le choix de peut-être pas mettre toutes les vidéos qu'on a en tête qu'on veut mettre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choix à faire dans la limitation de la communication.
Ce qui en fait, tout cela arrive à un peu au paradoxe central qui est comment on parlait de communiquer autrement, mais qu'est-ce qu'on choisit à chaque fois entre l'impact environnemental qu'on va avoir, parce qu'un événement a toujours un impact environnemental, et c'était l'an dernier, il y avait une polémique à peu près à cette même période autour du festival Wheel of Green pour l'impact sur la biodiversité, et je crois que la fondatrice et déléguée générale avait dit une phrase qui était le festival le plus écolo, c'est celui qui n'existe pas. Ce qui est un peu vrai, malheureusement. Mais du coup, il y a toujours des choix à faire entre l'impact environnemental et l'impact sur le public. Est-ce que ce que je fais a un impact sur le public tel que ça a du sens de supporter, de soutenir l'impact environnemental qu'on va avoir ou pas? Je pense clairement pour les flyers, ça n'en a pas. Enfin, à titre personnel, voilà. Mais maintenant, c'est pas que mon ressenti personnel qui est important, et du coup, il faut développer des outils de mesure. C'est ce qu'a aussi essayé de faire Atmosphère avec une mesure d'impact. Donc, dans l'idée de voir est-ce que tel truc vous a impacté? Est-ce que vous avez changé d'avis à la suite du festival? Est-ce que tel élément de programmation vous a fait changer d'avis sur tel sujet? Mais le problème, c'est que le panel de cette mesure d'impact était assez limité en termes de nombre de personnes. Donc forcément, ça limite l'importance qu'on peut accorder aux résultats. Il y a aussi la question du bilan carbone, et, comme tu disais. Mais là aussi, le bilan carbone, faut voir quel scope. Donc il y a un peu 3 scopes qu'on peut évaluer. Il y a les émissions directes, il y a les émissions d'électricité, il y a les émissions indirectes. Et bon, je regardais un peu ce matin par curiosité le bilan carbone de la fête du lac d'Annecy, fait en 2022, qui indique qu'il y a 7 tonnes équivalent CO2 qui ont été produites lors de leur événement, soit à peu près 4 Paris-New York. Mais donc ils mentionnent transport de marchandises, leur feu d'artifice et l'électricité, mais ils ne mentionnent pas le type d'alimentation qu'il y avait sur place, les déchets, les déplacements professionnels en amont, les déplacements des spectateurs, qui tous relèvent de ce qu'on appelle le scope 3, donc les émissions indirectes, mais qui contribuent aussi à un festival. Donc il y a aussi toute la question de jusqu'où on mesure dans le bilan carbone. Un des trucs qui moi me faisait dire que l'atmosphère, me fait toujours dire que l'atmosphère est quand même un festival plutôt pas mal sur le point de vue écologique, c'est mais après il y a des limites aussi, mais désolé, je parle un peu avec ce qui me vient en tête. C'est qu'il est au niveau 2, je crois, il va être au niveau 3 cette année, du label RIV. Le label RIV, c'est un label qui mesure l'impact environnemental des événements. C'est assez intéressant parce qu'il y a un cahier des charges, c'est un peu comme pour EcoProd, c'est oui ou non, est-ce que vous avez fait telle chose, telle chose, telle chose, et si vous avez un certain nombre de points, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, etc. Donc c'est une auto-évaluation, et ensuite il y a une évaluation par un expert de RIV qui vient sur place, qui vous donne après le label. Donc ça c'est assez intéressant pour voir où on en est et mesurer ce qu'on fait, et aussi avoir la certification. Mais ça a toujours le même problème qu'ont un peu tous les labels. C'est déjà pour le moment encore un manque de reconnaissance dans le champ des festivals de cinéma. C'est pas encore hyper reconnu, sauf peut-être des professionnels. Ensuite, un label, c'est souvent payant, et même c'est assez cher. Et il y a aussi la question, il y a certains gros événements qui répondent au label RIV, mais qui néanmoins, quand on les voit, on se dit, mais effectivement, ça répond un peu à tous les trucs du cahier des charges, et pourtant, ça a quand même une énorme consommation. Parce qu'en fait, le but du label RIV, c'est d'arriver à une espèce d'équilibre, mais c'est pas d'arriver à un volume, en quelque sorte. Je pense que, alors faut me fact-checker là-dessus, mais je crois que Change Now, qui est l'espèce d'énorme sommet qui a lieu à la fin mars, je crois qu'ils sont labellisés RIV. Bon, quand on va à Change Now, on n'a pas l'impression d'avoir l'événement le plus sobre qui ait jamais existé en France, quoi. Ensuite, sur la question des labels aussi, alors ça c'est au-delà d'Atmosphère, pour d'autres festivals, c'est pas forcément évident de débourser X somme d'argent pour avoir un label, en sachant que ça n'a pas forcément un tel impact. Et voilà, j'ai beaucoup parlé. Mais du coup, pour résumer, le truc le plus important, je pense, c'est cet équilibre à trouver, cette balance à faire entre l'impact sur le public et l'impact environnemental. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire telle chose, d'assumer ce coût environnemental par rapport à l'impact qu'on va avoir sur le public?